ce type de salarié a toute sa place dans l'entreprise avec ses forces et ses fragilités. Être aidant et salarié, c'est souvent vivre une double peine. Dans les 2 premiers épisodes, Benoît et Julie nous ont parlé de ce qu'ils ont dû taire, abandonner, inventer pour continuer à accompagner leur enfant tout en travaillant. Dans ce dernier épisode, nous changeons de perspective. Stéphanie Libre est DRH dans le secteur de la sécurité électronique. Elle est aussi aidante de sa mère et avec elle, nous tentons de répondre à une question: comment l'entreprise peut-elle accompagner ses salariés aidants? Bonjour Stéphanie, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Mélanie. Alors vous êtes DRH, je l'ai dit, mais aussi aidante de votre mère. Avez-vous connu, tout comme Benoît et Julie, mes précédents invités au podcast, des tensions entre vos engagements familiaux et professionnels? Alors évidemment oui, c'est tout à fait en lien avec le métier d'aidant. Il y a eu des jours dans mon entreprise où j'ai dû partir de réunion car ma mère avait chuté. À l'inverse, j'ai eu aussi la tête ailleurs en étant en comité de direction, mais en pensant que je pouvais pas, enfin que j'arrivais pas à joindre ma mère, une inquiétude en fait permanente qui pouvait actionner cette forme de tiraillement. Et en étant aidant, on apprend à jongler, à s'adapter, à concilier, mais en fait, on n'est pas en capacité de contrôler. Je dirais, c'est une forme de tiraillement constant qui est à la fois moral et logistique. Et en plus, à cela s'ajoute aussi parfois de la culpabilité dans un sens comme dans l'autre, c'est-à-dire qu'on peut pas être pleinement aux deux endroits. Cette expérience a-t-elle modifié votre regard sur la performance, l'ambition et peut-être même sur votre propre rôle de DRH, non? Absolument. Elle a renforcé ma croyance en le fait que la performance ne se mesure pas uniquement à la disponibilité ou au présentéisme. On peut tout à fait être pleinement engagé et atteindre ses objectifs sans être joignable 12 heures par jour. Mais elle a aussi changé ma posture. Je crois que je suis devenue une DRH finalement plus à l'écoute des signaux faibles, plus vigilante aux doubles journées invisibles que vivent certains collaborateurs. Et puis surtout, j'ai compris que l'ambition pouvait se redéfinir. Ce n'est pas toujours viser plus haut, c'est parfois tenir bon en étant digne et dans des conditions difficiles. En tant que RH, quels outils avez-vous aujourd'hui à votre disposition pour accompagner les salariés aidants? Évidemment, il y a des autorisations d'absence légales pour des congés exceptionnels, mais au-delà de ça, on essaye de favoriser des aménagements d'horaires, la possibilité de temps partiel choisi, un compte épargne-temps qu'on peut mobiliser pour aider un proche. Ça peut être aussi des possibilités de télétravail élargies pour les fonctions éligibles. Et puis, on a des choses qui vont un peu plus loin que ces aménagements d'horaires. C'est l'accès à un service d'écoute psychologique 24 heures sur 24 et de façon confidentielle. Un fonds d'action sociale qui peut être mobilisé dans ce type de situation pour apporter une aide financière à la prise en charge de frais de garde, par exemple. Et puis, un accord sur le don de jour qui consiste en la possibilité de céder un certain nombre de jours de congé à un de ses collègues dans la difficulté. D'accord, donc il y a quand même des choses qui existent, des choses concrètes, mais selon vous, est-ce que c'est suffisant? Non, c'est pas suffisant. Ces outils existent, mais d'abord, ils ne sont efficaces que s'ils sont activés dans un climat de confiance. Et je dirais que la difficulté, c'est de s'adapter au cas par cas, car chaque situation d'aidance est unique. Elle est évolutive, parfois elle est très lourde psychologiquement. Donc il y a d'autres dispositifs. On pourrait aller plus loin avec un référent aidance, par exemple, dans le cadre d'une politique de qualité de vie au travail et d'autres formes d'aide. Est-ce que tous les postes peuvent-ils réellement s'adapter à la vie d'un aidant? Non, je pense que tous les postes ne sont pas adaptables de la même façon. Il y a des métiers de terrain en horaire fixe avec des contraintes professionnelles fortes. Je Oui. pense aux agents de production, aux équipes de sécurité qui doivent répondre à un planning extrêmement précis. Et pour ces postes-là, la souplesse est beaucoup plus difficile à accorder sans impacter les collègues ou la qualité de service. Mmh. Après, il y a toujours des marges de manœuvre. On peut répartir la charge autrement, de façon ponctuelle. On peut permettre des échanges de planning, mais pour cela, faut ouvrir le dialogue en amont
et Mmh. puis que le collaborateur puisse s'ouvrir sur la situation qu'il traverse. Et quand, un aménagement n'est pas possible, qu'est-ce que peut ou doit faire le salarié selon vous? D'abord, je pense qu'il faut parler. Je pense qu'il faut pas rester seul avec sa situation. Il est essentiel d'alerter son manager ou les RH en amont, qui d'ailleurs peuvent se douter que le collaborateur traverse des difficultés sans savoir de quoi il s'agit. Ils peuvent percevoir un certain nombre de signaux faibles, mais sans, mettre, un mot sur les difficultés traversées, et même si on peut pas adapter le poste pour les raisons que je viens d'évoquer, en termes de planning, on peut accompagner la personne, on peut l'orienter, lui proposer un congé temporaire, une solution, d'aide, et puis je crois qu'il faut accepter aussi qu'à certains moments de la vie, on peut pas tout tenir à 100 et que demander un répit dans ces circonstances, ce n'est pas forcément une faiblesse, et encore moins une faute professionnelle. Mmh. Oui, effectivement, les statistiques montrent que les salariés en parlent très peu. Dans mes invités précédents, Benoît préférait cacher sa situation pour ne pas craquer publiquement ni être traité différemment. Julie, elle, expliquait qu'en partant au travail, elle mettait une sorte de carapace pour se protéger, et cacher, son quotidien. Pourquoi les danses restent-elles un sujet si silencieux en entreprise, alors même que la notion des danses devient plus médiatisée? Parce que l'aidance est encore perçue comme une affaire privée et qui relève de la sphère familiale. Personnellement, j'ai longtemps pensé que s'occuper de son parent en situation de dépendance faisait partie des choses, de la vie et qu'elle relevait de la normalité. Et en fait, il n'en est rien parce que tout le monde ne traverse pas ce type d'épreuve. Eh oui. Donc, on a beaucoup de salariés qui craignent d'être jugés comme moins disponibles, moins performants, moins impliqués, et parce qu'on a l'habitude de séparer sa vie professionnelle de sa vie personnelle et surtout de ne pas exposer ses difficultés personnelles. Mmh. Alors comment, selon vous, l'entreprise pourrait-elle aider à libérer cette parole sans qu'elle devienne un poids supplémentaire? À mon avis, une des pistes serait de créer un cadre de confiance, sans aucune obligation évidemment, ce qui passe par une communication, décomplexée sur le sujet déjà, de la part de l'entreprise. Mmh. Ça peut être la valorisation de témoignages internes, évidemment avec accord des personnes, la mise à disposition d'un référent RH, ou d'un espace confidentiel afin que chacun puisse se signaler s'il le souhaite et à son rythme. Mmh. Donc l'idée, c'est pas de pousser à la confession, mais c'est plutôt d'offrir la possibilité d'être soutenu. Mmh. Est-ce qu'on a le droit d'être vulnérable dans un monde de performance? Alors oui et non. Ma réponse sera un peu plus mitigée. Je pense qu'il faut intégrer que la vulnérabilité est une composante de l'humanité au travail. Être vulnérable, ce n'est pas être faible, c'est simplement reconnaître que la vie personnelle peut impacter la vie professionnelle et inversement, sans perdre en valeur. Et pour autant, il faut aussi prendre conscience que souvent les entreprises sont compréhensives jusqu'à ce que la situation personnelle du collaborateur impacte trop la performance et donc les objectifs de l'entreprise. Est-ce que ce non-dit peut freiner la mise en place de véritables politiques RH autour de l'aidance? Oui, absolument. Si les entreprises ne voient pas ou n'entendent pas les besoins réels, elles ne peuvent pas agir. Ce tabou peut nourrir un certain immobilisme. Donc libérer la parole, c'est un préalable indispensable à l'évolution des pratiques. Bon, on l'a vu, hein, enfin, l'entreprise ne peut pas tout faire, elle ne peut pas, se substituer à tout. En revanche, elle a un rôle important à jouer. D'abord, reconnaître la situation d'aidant comme un enjeu RH, proposer des aménagements concrets en termes de temps de travail, de lieu de travail éventuellement et de charges. Former ses managers à détecter et à accompagner ces situations sans jugement. Et puis, elle doit aussi orienter vers les bons relais externes. Mmh. Alors l'autre enjeu managérial, c'est peut-être aussi d'éviter que la charge d'un salarié aidant ne déséquilibre l'équipe. Est-ce un point sensible, voire tabou dans certains collectifs de travail? Oui, c'est un vrai point sensible car la solidarité a ses limites. Si l'aidance d'un collègue crée une surcharge durable pour les autres, des tensions peuvent apparaître. D'où l'importance d'un management équitable qui anticipe
les redistributions, qui soutient les équipes dans la durée et qui mise sur un dialogue collectif au sein des équipes. Alors, si vous deviez réécrire une politique RH centrée sur les aidants, quelles seraient pour vous les 3 mesures prioritaires? Je pense que la première serait la mise en place d'un référent aidant RH et d'un espace d'écoute confidentiel, qui serait la première mesure de façon à ce que le salarié puisse se déclarer en situation d'aidance et de se manifester comme tel. La seconde serait de travailler sur les horaires et une organisation du travail souple et adaptable, et puis des congés dédiés, rémunérés, qui vont au-delà du minimum légal. Si vous aviez un message à adresser aux salariés aidants qui nous écoutent, quel serait-il? Je vous dirais, vous n'êtes pas seul. Votre engagement dans les danses, au-delà d'être une obligation, a du sens, même si c'est un engagement invisible, qu'il faut oser parler, oser demander et qu'il est possible de trouver des équilibres et que ce type de salarié a toute sa place dans l'entreprise avec ses forces et ses fragilités. Merci beaucoup Stéphanie pour votre témoignage. Avec vous, on prend conscience des limites du système, mais aussi des marges de manœuvre réelles quand l'humain reste au centre des préoccupations des entreprises. C'était le dernier épisode de notre mini-série sur les danses et l'ambition professionnelle. Benoît, Julie et Stéphanie nous ont partagé leur vision de ce que signifie être salarié et aidant aujourd'hui. Pour aller plus loin, réfléchir ensemble et agir, inscrivez-vous gratuitement au colloque national des proches aidants organisé par BabySafe Solutions et Assure Aidant. Toutes les infos sont en description. Merci d'avoir été à l'écoute et à bientôt.